Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce matin en matinale pour enregistrer notre émission sur les jeux du chalet, cette émission dans laquelle on vous présente des jeux de société qui est rediffusée d'ailleurs, parce qu'on enregistre en direct en matinale, mais elle est rediffusée sur YouTube. Nous allons vous parler des jeux de société auxquels nous avons joué, notamment le jeu Rivage, le jeu Dragardien. On enchaînera avec l'instant publicité, on a des publicités. On remercie vivement AI 100% Humain, le jeu de société qui est proposé en financement participatif sur Kickstarter que vous pouvez pledger. Ensuite, on enchaînera par Inkit. On ne va pas le faire dans l'ordre du sommaire qui est indiqué là. On va commencer par Inkit et on continuera par Flowers. Et en fin d'émission, on tirera au sort une personne qui remportera une de nos petites boîtes qu'on fait gagner systématiquement, une boîte de jeux de société. Voilà pour le menu de cette émission que je n'enregistre pas tout seul, les jeux du chalet, puisque je l'enregistre en compagnie d'invités exceptionnels. Nous avons au bout de la table Blandine. Hey. Bonjour Blandine. Salut tout le monde. À côté de Blandine, nous avons Adrien. Salut tout le monde. T'as pas de mine Martin ce matin, je sais pas pourquoi. Oui, je me suis mis du maquillage comme c'est pas possible. Et à mes côtés, il y a Aline, comme à chaque fois. Bonjour à tous. C'est le format dans lequel on vous donne nos avis, dans lequel on fait les critiques de jeux de société. On me dit que j'ai la coiffure en pétard. Ce matin, je me suis réveillé avec une énergie folle qui se voit sur mes cheveux. ça sera ma marque de fabrique assez souvent sur les matinales du vendredi. Dans cette émission, on va partager ensemble tous nos avis sur ces jeux-là. On aura le fameux « Est-ce que le jeu rentre ?» dans ma ludothèque, puisque vous savez qu'on ponctue les présentations de jeux par ces petites icônes qu'on met, qui sont de véritables labels. Ah ouais. On va pouvoir décider, on va vérifier si tout fonctionne bien. Est-ce que ton label fonctionne, Blandine, par exemple? Ouais. Si jamais un jeu rentre dans ta ludothèque... J'ai oublié ma veste. Ah, c'est pas grave. Vite. On va regarder si ça marche pour Adrien. Si un jeu rentre dans ta bibliothèque, on appuie sur le bouton et ça s'affiche. Et ça marche pour tout le monde, pour nous, ça marche de toute façon. Allez, espérons. On va pas tout réviser non plus. Et on va commencer par remercier nos sponsors, donc Explorate, qui nous soutient pour cette vidéo, puisque ils ont pris l'encart publicitaire au milieu de cette vidéo. On va vous parler du jeu AI 100% Humain, donc au milieu de cette vidéo-ci, mais le jeu est en financement participatif sur Kickstarter et vous pourrez trouver le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez pledger, si vous voulez savoir de quoi il retourne, vous avez toutes les informations sur la page KS. Et on remercie également nos abonnés sur Tipeee qui nous soutiennent, qui restent notre principal sponsor, hein. Nos abonnés, ce sont nos sponsors. On remercie Alifo qui nous a, je cite tous ceux qui se sont abonnés, qui nous ont soutenus le mois dernier, donc en avril, Alifo, Bugs90, qui a laissé un petit merci à Sylvain, Buldo, qui a dit que, alors c'est rigolo comme message, parce que vous pouvez laisser des messages à chaque fois, il a dit, j'ai plus le temps de regarder vos émissions, mais bon, vous en avez fait pas mal, donc je vous soutiens. merci beaucoup. Jessie, Vincent et Aline, pas toi. Non. Enfin, je crois pas. Je crois pas non plus. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Peut-être la fois prochaine, dans la prochaine émission, je ferai un mur des gens qui laissent des messages, tu sais, pour qu'ils apparaissent pendant l'émission. Ça pourrait être rigolo. Une image qui se dévoile. Voilà pour les soutiens sur Tipeee. Et on va commencer directement par parler du premier jeu. On commence par Rivage. Hop, c'est parti! J'attrape le jeu qui est juste derrière moi. Le voilà. Rivage, c'est un jeu qui est sorti qui va sortir. Ouais, il n'est pas encore sorti. On est un tout petit peu en avance sur sa présentation. Il va sortir chez Catch Up Games. C'est le nouveau jeu de Catch Up Games. C'est un jeu qui est signé par Joachim Tom, illustré par Nayad. Alors, comme à chaque fois dans ces vidéos, on prépare un petit visuel, on a filmé les images de Rivage pour pouvoir vous les expliquer très rapidement, pour vous montrer de quoi il s'agit. On a une boîte très très élégante, les illustrations de Nayad sont toujours un véritable plaisir et on est content de le retrouver sur ce nouveau jeu de Catch Up Games. On est plusieurs siècles après avoir perdu, je lis le pitch, parce que là, clairement, je ne peux pas le retenir par cœur, on a perdu la trace de l'archipel de Myr. Nous venons de retrouver une voie navigable menant à ces îles mythiques. On part à l'aventure. Ça, c'est pour le pitch. Vous voyez le matériel que l'on découvre en ouvrant le jeu. Vous avez bien repéré les feutres effaçables que l'on va utiliser pour écrire directement sur des cartes et sur le plateau. Il y a un petit côté, alors pas du tout roll and write, mais en tout cas write, ça c'est certain. Sur les cartes, on va choisir l'une des lignes qui n'a pas encore été cochée. Vous voyez qu'il y a plusieurs lignes. On va cocher ces cases sur cette ligne que l'on a choisie et on va ensuite cocher les cases qui correspondent sur notre plateau individuel et ensuite ces cartes, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les passer à notre voisin de gauche. Et ça, c'est le cœur du jeu, c'est la mécanique centrale que l'on retrouve dans Rivage. On a
du draft en réalité, puisqu'on reçoit des cartes, on choisit ce qu'il y a, et de l'interaction directe avec nos adversaires, parce que ce sont ces mêmes cartes que l'on passe à nos voisins, donc on va pouvoir regarder ce qu'on leur laisse, on peut même jeter un petit coup d'œil sur leur île pour voir si ce qu'on leur laisse, ça va leur servir, si ça va leur permettre d'avancer. Évidemment, chacune des cases que l'on coche peut avoir une petite icône sur lesquelles qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans nos scorings, avec des scorings qui sont différents, et ça c'est une des grandes richesses de jeu, qui sont différents en fonction de toutes les îles que l'on fait. Dans les petits visuels que l'on a vus, on va vous remontrer ici là en direct, vous voyez que sur ces îles, alors là vous voyez de loin, mais il y a des petits bateaux. Si jamais on arrive à rejoindre les 2 petits bateaux, qu'est-ce qu'on fait? On reprend une nouvelle île, donc dans une partie on va enchaîner les différentes îles sur lesquelles nous allons cocher. Je ne rentre pas plus en détail dans les mécaniques. À chaque fois dans ces vidéos, on survole un peu la mécanique. Le but, c'est de vous montrer l'esprit principal du jeu. C'est original dans la mécanique, vraiment. Moi, je n'avais pas ressenti cette sensation. On a souvent fait des jeux de draft dans lesquels on se passe des cartes entre les joueurs, mais c'est assez rare qu'on influe sur le contenu de ces cartes directement. Et là, en les cochant, nécessairement, ça va pas être les mêmes choses. Les cartes vont évoluer au cours de partie. C'est assez original, c'est assez surprenant, c'est des sensations qui sont plutôt nouvelles. Et là, après cette présentation brillante, vraiment... Quel talent, vraiment. Je vois pas qui aurait pu faire mieux. Personne. On va passer à nos ressentis sur le jeu. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, je l'ai découvert lors de la journée presse qu'on a fait à Paris. J'avais pas eu l'occasion d'y jouer avant. Catch-Up Games et quelques autres éditeurs de la galaxie Hachette nous ont invités sur Paris, on a eu l'occasion de découvrir le jeu et on a passé un bon moment autour de la table. On a commencé par celui-là, je crois que c'est le premier auquel on a joué, Adrien, parce que tu étais présent également. Celui-là tu y as joué sans moi, parce que moi j'avais déjà joué, j'ai eu la chance d'y jouer à Cannes. Mathieu m'y a fait jouer à Cannes, donc moi j'avais déjà découvert. On a refait une partie encore avec Aline Blandinière, donc j'ai fait plusieurs parties pour le coup. On l'a découvert. Le plaisir que j'ai eu à ce jeu, alors moi ça me correspond tout à fait, parce que sur la première partie, très honnêtement, on regarde moyennement ce que font les autres. En tout cas, moi j'ai pas trop fait attention à ce que font les autres, et ça me correspond complètement, parce que j'aime bien le côté, je développe mon truc individuel, je me fixe mes objectifs, je croise les doigts en attendant la prochaine carte. Est-ce qu'elle va m'aider à construire, à aller dans la bonne direction, à essayer de cocher mes différentes options? J'aime vraiment bien ça, mais après, dès la deuxième, on commence à faire un petit peu plus attention, et encore plus on avance, parce que c'est ça qui va faire la différence entre les joueurs aussi, c'est le fait de ne pas trop avantager ses voisins. J'ai vraiment pris pas mal de plaisir à me développer dans un jeu qui est assez mesuré en durée de partie, 25 minutes uniquement. Franchement, je me suis bien amusé. Allez, je me permets de lancer. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Ça commence bien. Ça commence plutôt bien. Qu'est-ce qui enchaîne? Allez, j'enchaîne. Moi, je voulais dire un petit truc sur les illustrations. Oui. Je trouve ça très joli et ça fait un esprit un peu, c'est pas péjoratif du tout, vieille carte. Et on s'est posé la question au départ si la boîte était définitive, parce que ça fait vraiment ce côté, tu sais, parchemin, ancienne, carte très ancienne. Et c'est vrai que sur le côté, au départ, c'est pas forcément le visuel qui m'a attiré. Et le côté draft, parce que j'ai un de mes jeux favoris qui est avec du draft, qui est quelque chose de vraiment, vraiment joli. Joli, le draft, c'est cool. Non, c'est quelque chose qui est vraiment cool au niveau du draft. Et Blandine était perturbé parce que Martin, vous le savez pas, mais il vient de partir. On n'a pas le droit de le dire. On l'a dit, Martin. Tu étais perturbé, vas-y. Il est très sympa, c'est pour moi qu'il est parti, on va revenir. Et du coup, le côté draft, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Par contre, le côté write, c'est comme ça qu'on dit en anglais, c'est quelque chose qui, à la base, mais franchement, m'ennuie terriblement. Et là, j'ai pas senti ce côté vraiment si important. Blandine rigole parce que Aline se mouche et je lui ai fait croire que j'allais la mettre en gros plan. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et du coup, moi, j'étais bluffée par le matériel qu'il y a dans la boîte par rapport au tarif auquel il va être vendu. Je trouve ça incroyable. On est à un petit peu moins de 20 €. Et je trouve la mécanique de jeu, le matériel et les illustrations totalement dingues. Donc ils rentrent dans ma ludothèque. Ah, une deuxième ludothèque dès le premier jeu. Ça commence fort. Je crois que dans la précédente émission des Jeux du Chalet, on avait peu mis dans ma ludothèque. On a eu quelques-uns, mais assez peu. Là, ça commence très très fort. Aline, tu veux continuer? Oui, moi j'ai aussi beaucoup apprécié ma partie. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir à choisir ces différents chemins qu'on peut emprunter tout en réfléchissant à la suite de notre propre partie et éventuellement à ne pas trop laisser d'options aux autres.
ce qui n'est pas forcément évident, tu l'as dit dans une première partie, mais c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'y rejouer. En fait. Et il y a plein de petites combos qui se mettent en place au fur et à mesure parce qu'on essaye de réfléchir à tout ce qui va nous faire gagner un petit peu de chemin supplémentaire dans notre partie. Et il y a aussi plein de petites façons différentes d'y arriver. À chaque fois qu'on a rejoint un bateau avec un autre bateau sur une carte, on va changer de carte. Il y a une petite tension de savoir est-ce que c'est mieux de le faire très vite et de changer de carte ou est-ce qu'on va épuiser tous ces objectifs. Il y a différentes façons de jouer, on peut en tester plusieurs sur plusieurs parties. On n'a pas fait tout à fait la même chose, Adrien et moi. J'ai beaucoup surveillé Adrien et ce qu'il faisait pendant ma partie parce qu'il me faisait un petit peu peur. Au final, j'avais raison parce qu'il a gagné. Mais je me rendais compte qu'on ne jouait pas tout à fait pareil. J'essayais justement de forcer le trait, de ne pas jouer comme lui pour essayer d'avoir plus de points. Je trouvais ça super stratégique, très agréable. On joue devant soi, j'aime beaucoup cette sensation. On regarde quand même ce que font les autres, on combotte. Et c'est très très joli comme l'a souligné Blandine. Moi j'aime particulièrement la petite carte qui est déchirée sur le logo de Ketchup Games. Je trouve ça d'une élégance incroyable sur la couverture. Bref, esthétiquement c'est joli, mécaniquement ça tient la route, c'est hyper agréable, ça rentre dans ma ludothèque. Ça rentre dans ta ludothèque? Ah bah dis donc, alors... Qu'est-ce qui se passe ce matin? Déjà 3 personnes qui le rentrent dans leur ludothèque. On nous pose la question de savoir si, avec tous les roll and ride qui existent, c'est pas un peu une redite. Alors déjà, c'est pas un roll, il n'y a pas de dés à l'intérieur. Et vraiment, le fait d'écrire sur une fiche, ça moi j'insiste toujours là-dessus, c'est pas une mécanique en soi. Là, la mécanique, c'est le partage des cartes sur lesquelles on va interagir. On écrit sur des fiches, on aurait tout à fait pu imaginer une énorme boîte avec un jeu où on a des grosses maps sur lesquelles on pose des tuiles. C'est possible en réalité, sauf que là, on ne pose pas des tuiles, on va les cocher. Ok, on écrit. Mais en soi, c'est un jeu qui est complètement différent des autres. Je pense que c'est assez important d'insister là-dessus. On peut transformer plein de jeux qui existent, très volumineux, en des jeux dans lesquels on écrit. Ça, c'est possible aussi. Adrien? Je tiens pardon, juste à apporter la petite précision que les roll and ride, c'est pas forcément un truc que j'apprécie tant que ça. Et du coup, le fait qu'il rentre dans ta ludothèque, c'est un double valeur. C'est vraiment, c'est plus important. Vraiment bien, quoi. D'habitude, c'était pas gagné, quoi. Alors moi, du coup, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, quand on avait joué ensemble, je me suis permis de dire que j'avais fait plusieurs parties parce que justement, mon avis, il a un petit peu changé en fait entre les parties, dans le sens où, en tout cas, ce que je peux dire sur ce que j'ai ressenti à la première partie et dans tous les cas ce que j'ai ressenti, c'est que du coup, il y avait quelque chose de très original, comme tu l'as dit. On rebondit aussi sur ce qui a été dit. Est-ce que c'est de la redite? Pas du tout. Il arrive sur quelque chose de très innovant. Moi, je suis pas très fan de cette mécanique de gribouiller, quoi, le roll and write, le flip and write, ça me plaît pas trop. Là, le côté draft and ride, d'une certaine manière, me plaît vraiment bien, parce que j'aime le côté draft, parce que justement, ça ramène une interaction au moins indirecte entre les joueurs. Donc le côté draft, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très chouette. Évidemment, il y a 2 twists, c'est ce twist-là, et le deuxième, le fait de changer à chaque fois de carte au fur et à mesure de la partie, ça fait que de 1, chaque partie est différente, parce qu'on joue pas avec la même carte. Je sais pas combien il y a de cartes, il y en a je dirais une trentaine, je peux pas dire de bêtises, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. C'est elle est lourde, la boîte. Il y a quand même pas mal de choses pour 20 €, comme disait Blandine, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, au-delà de que chaque partie est différente, ta partie en elle-même, en fonction du moment de la partie, c'est pas la même chose. Parce qu'en moyenne, on va avoir peut-être 3, 4 cartes en moyenne qu'on va jouer. Donc on va scorer de manière différente à chaque fois, on va pas avoir la même carte. Donc chaque partie différente et les moments dans la partie différents. Et ça, c'est 2 points très très forts avec le côté du draft. Et du coup, c'est très agréable à jouer. Moi qui aime pas ces jeux-là, j'ai pris plaisir et ça fait partie des rares jeux de ce type-là où si on me repropose de faire une partie, je dirais oui volontiers, pour les raisons que je viens de citer. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti à la première partie, que je ressens toujours aux autres, mais j'avoue que ce côté draft, je me dis, bon bah cool, ça donne de l'interaction, etc. Par contre, ça m'a peut-être pas réconcilié à fond avec la mécanique, dans le sens où, finalement, cette interaction que toi tu disais, où tu me regardais un petit peu jouer, moi finalement je l'ai très peu fait sur la partie qu'on a fait. Je crois que je lui ai pas fait assez peur en fait. On avait pourtant pas tellement de points d'écart. Et en fait, il me sous-estime, Adrien. J'ai très peu regardé et je pense que probablement si on joue pas mal à Rivage, à mon avis on doit arriver à un moment d'expérience où tu dois pas mal contre-drafter. Moi j'ai pas contre-drafté du tout et ça m'a pas justement gêné effectivement pour gagner la partie. Et finalement j'ai quand même beaucoup joué tout seul. Et c'est souvent ce qui me gêne dans ces jeux-là. Tu sais pourquoi ? Et cette sensation-là, je l'ai retrouvée quand même. Tu sais pourquoi ? C'est parce que c'est pas moi qui te donnais les cartes. Oui, moi j'ai pas du tout regardé. Moi j'ai fait ma petite popote dans mon coin. Parce que moi, comme je craignais, je t'aurais pas donné les choses qui t'arrangeaient. C'est vrai ? Parce que j'avais vu que t'allais. C'est peut-être parce que je te craignais pas, du coup, c'est ça. En tout cas, voilà, non. En vrai, vilain, hein. Moi je trouve que c'est un jeu très chouette. Mais qui, on est là pour. C'est aussi subjectif ce qu'on dit, c'est par rapport à nos ressentis. Moi, il rentre pas dans ma ludothèque parce que c'est pas le type de jeu que j'aime. Mais j'insiste sur le fait que c'est un super jeu, même si c'est pas pour moi,
et que ça fait partie de ces rares jeux où si on me repropose une partie, ben, j'y joue quand même, et pour ce type de jeu, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, comme d'hab, je suis à contre-courant avec vous. Voilà. Oui, mais on est 3 sur 4, donc on va quand même mettre une petite icône, c'est l'icône du coup de cœur, parce qu'à partir du moment où on a la majorité, on écrase ton avis. Adrien, c'est un coup de cœur pour un monde de jeu, Rivage. Le jeu n'est pas encore sorti au moment où on enregistre cette vidéo, mais ça va arriver très vite, le 17 mai. Je crois que c'est le 10, Rivage. Le 10 mai, donc ça arrive très très vite dans les boutiques. Vous le connaissez maintenant, vous savez si ce jeu peut rejoindre votre ludothèque, et n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires de la vidéo. On est toujours très curieux de savoir si nos ressentis rentrent en cohésion avec vos ressentis. J'ai pas dit en collision. Non, c'est pas toi. Ah. C'est dans les gens qui commentent, il y a quelqu'un qui dit la ludothèque d'Adrien, elle est vide en fait. On enchaîne avec le jeu suivant. Dragardien, c'est le deuxième jeu dont on va vous parler aujourd'hui, que tu vas nous expliquer, Adrien. Ouais. Très jolie boîte, qui est signée et qui est illustrée par Michael Menzel. C'est l'illustrateur. Alors c'est c'est un auteur qui avait travaillé notamment sur Andorre. Ouais. Il a été très très longtemps illustrateur de jeux. On a vu ses dessins partout. Moi, c'est aussi l'une des personnes auxquelles je suis très attaché. Puisqu'il y a plein de jeux experts. À part moi, il veut dire. Mais non, dans le jeu de société, tu vois, des fois on s'habitue à un graphisme. Et quand je vois les graphismes de Michael Menzel, indépendamment de l'esthétisme en elle-même, je sais que souvent je me dis, c'est le genre de jeu qui m'a fait arriver dans le jeu de société, que j'ai adoré à une certaine époque. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir ces graphismes à cause de ça, en fait. Il y a une sorte d'attachement personnel qui va au-delà même du jugement de valeur sur le dessin en lui-même. Je te laisse parler, Adrien. Je vais essayer de faire au mieux, je vais essayer de synthétiser le plus possible. Je vais être bref parce que j'aurais envie de dire plein de choses effectivement sur la mécanique. Parce que même si c'est un jeu familial, il y a quand même pas mal de choses. Montrer, Oui. Oui. Tu donnes ton avis là? Non, je fais l'introduction. Pardon. On avait très. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai pas compris, Eline, ce que tu disais. Non, du coup, j'ai effectivement pas mal de choses à dire, mais je vais essayer de faire le plus bref possible. Et du coup, une des premières choses qu'on peut dire effectivement déjà sur le jeu, c'est qu'il est très beau. Donc voilà. Vous allez voir le matériel assez rapidement. Le thème du jeu, c'est que nous allons être des gardiens de dragons. Comme quoi le jeu porte bien son nom, et on va devoir, c'est un jeu de collection en fait, on va essayer de récupérer des cartes dragons qui sont de 4 couleurs différentes, rouge, bleu, vert, blanc, si je ne me trompe pas, et on va les récupérer via un grimoire. C'est ce qu'on voit là, l'espèce de livre qu'on voit en fait, c'est des cartes, c'est des versos des cartes, et c'est via ce grimoire là qu'on va récupérer les dragons à notre tour. Chacun de notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les dragons du centre d'entraînement. Le centre d'entraînement, c'est les cartes qui sont mises juste en dessous du grimoire qu'on va voir juste après. Et en fait, à notre tour, on va pouvoir récupérer 1, 2 ou 3 cartes. À chaque fois qu'on récupère une carte, on remplit du coup le centre d'entraînement. Et on arrête, entre guillemets, quand on veut, de 1 à 3 cartes. Et une fois qu'on arrête de récupérer des dragons, on va pouvoir, donc si on veut et ou si on peut, jouer des cartes de notre main. Combien de cartes? Eh bien, c'est la valeur sur la page gauche du grimoire qui va nous dire combien de cartes on joue. Et quelle couleur de dragon? Ça va être la carte de droite du grimoire qui va nous dire quelle couleur. Là, par exemple, on voit mal avec la caméra, mais par exemple ici, on a un 2 à gauche et un dragon bleu à droite. Si on veut, Martin qui est en train de jouer, s'il veut, il peut jouer 2 dragons bleus de sa main, et dans ce cas-là, il va gagner le bonus qui est écrit en dessous de la valeur 2. Les bonus, ils vont être assez variés, mais en gros, la majorité du temps, on va récupérer des morceaux d'amulettes, comme on le voit ici, qui vont nous donner des points de victoire. Évidemment, à la fin de la partie, celui qui a le plus de points gagne. Et ces points vont être un petit peu croissants au fur et à mesure de la partie. Les premiers morceaux d'amulettes qu'on va récupérer ont assez peu de points, alors que plus on avance dans la partie, plus ils vont valoir des points. Et ces amulettes-là sont aussi une condition de fin de partie. C'est-à-dire que la partie s'arrête quand il y a un nombre spécifique d'amulettes qui va être fabriqué sur toute la table via tous les joueurs. Donc ce montant-là, il va varier en fonction du nombre de joueurs. À 4 joueurs, je crois que c'est 9 amulettes. Dès que 9 amulettes est faite, on arrête la partie et on compte les points. Donc voilà, ça c'est la mécanique globale. Il y aurait plein de petites choses à dire sur les choses qu'il y a à faire en plus et qui fait, je trouve, la richesse du jeu. Mais ça, j'enchaînerai après. Je vous laisse dire votre avis sur le jeu. Je vais pas dire en premier. Bah oui, t'as beaucoup trop parlé. Tu fais durer le suspense. On a très bien compris le cœur du jeu, c'est-à-dire ce système aussi avec ce grimoire. C'est ça qui est assez chouette, assez élégant. C'est le grimoire qui est posé sur la table. Petit reproche à faire
Alors, pas au jeu, parce que ça fait partie du truc, mais il y a une mise en place qui est un peu longuette. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas comment le ranger. C'est plutôt ça la question que je me pose. Toutes ces petites amulettes, il faut les trier par type. Et au début de la partie, il y a juste ça à faire. Mais bon, on va prendre tous les petits morceaux, on va les installer sur la table. C'est un poil fastidieux. C'est vrai que ça ralentit la mise en place du jeu. C'est un poil long pour un jeu qui a à peu près une demi-heure de durée de vie, qui est un point fort, je trouve que, de durée de partie. Je trouve qu'une demi-heure, c'est chouette. Mais effectivement, proportionnellement, la durée d'installation est un poil fastidieuse. Bah voilà, pour faire les petits visuels pour cette vidéo, il a fallu que je remette toutes les amulettes. Je me suis dit, c'est longué quand même. Ouais, bon, voilà, mais c'est le seul défaut, on va dire, parce que le reste s'installe très très rapidement. C'est le seul défaut, la mise en place. Le jeu, lui, il est assez simple, assez facile à comprendre, très familial. C'est marqué à partir de 8 ans, et c'est vraiment le cas. On a tout de suite compris les enjeux du choix des différentes cartes. Ça permet de se lancer directement dans la partie avec des plus jeunes. Moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette, Dragardien. C'est pas un gros jeu, tu vois, Michael Menzel. J'ai joué à plein de jeux à l'allemande, on n'est pas du tout dans un gros jeu à l'allemande. Il y a un univers qui est mignon, mais je m'en fiche un peu, en fait, honnêtement, les dragons. Il y a 4 types de dragons, c'est presque dommage. J'aurais bien aimé voir plus de types de dessins de dragons différents, quitte à s'immerger dans un monde un peu onirique. Là, finalement, c'est les 4 mêmes, systématiquement. C'est un petit jeu de cartes, finalement, dans une boîte qui est un peu grande par rapport au type de jeu dont il s'agit. C'est vraiment un petit jeu de cartes, moi je trouve. On a des sensations de jeu qu'on pourrait glisser dans la poche, mais avec plus de matériel, parce qu'on a ces éléments de scoring qui rentrent en compte et qui prennent pas mal de place en termes de matos. Bon, dans cette catégorie de jeux de cartes, je me suis bien amusé. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette, mais de mon point de vue, pas au point de le mettre dans ma ludothèque dans cette catégorie-là. Aline, est-ce que tu enchaînes ? Je peux enchaîner, mais j'ai pas un avis très tranché sur le jeu, parce que en fait on y a joué. Moi j'ai fait une seule partie relativement tardive en termes d'horaire, avec une promesse de t'inquiète pas, je vais t'expliquer, ça va vite. L'explication je l'ai trouvée longue, la mise en place je l'ai trouvée longue, et j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le jeu parce que j'étais vraiment KO, et du coup ça aide jamais un jeu, ce genre de situation où on joue tard et on est fatigué en fait. Ah oui, ça c'est un classique. C'est pas, mon avis, il n'est pas du coup très, très intéressant, parce que j'étais vraiment cuite, je pense. Mais par contre, il y a des choses qui sont très élégantes. La façon dont on tourne les cartes en mode grimoire, ça c'est super sympa. Les petites amulettes conformes, En fait, j'ai trouvé le matériel plaisant, alors que je ne suis pas spécialement fan des illustrations. Moi, pour le coup, je les trouve pas mignons, moi, ces dragons. Ça me parle absolument, moi, ça ne me parle pas du tout, quoi. Et par contre, j'ai fait le début de partie en mode un peu poussif. Voilà, j'étais pas dedans. Plus la partie a avancé, plus j'ai quand même pris plaisir. Donc j'ai envie de dire jouer juste pour avoir un véritable avis. Et je vais donc m'arrêter là. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert avec Adrien à Essen. C'est bon, j'ai bien dit. Essen. Ouais. Et du coup, donc, nous, ça a été vraiment fastidieux pour apprendre les règles, parce que c'était en allemand et on ne comprenait absolument rien. Donc, on était avec Google Doc. Donc, l'apprentissage des règles était très compliqué. Et en fait, on a enchaîné les parties. On l'a acheté à Essen. On l'avait en allemand, justement, à la maison. Et donc, du coup, je spoil un petit peu. Tu spoil un peu, là. Forcément, c'est quelque chose auquel on a beaucoup joué à 2. On a joué aussi avec Jade à 3, ça fonctionne aussi très bien. Moi, les illustrations et le fait des petits dragons, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. On rappelle l'âge de Jade ? Elle a 10 ans. 10 ans, pour ceux qui suivent et qui se demandent. Et c'est quelque chose qui est très simple d'appréhension pour elle aussi. Elle a vraiment apprécié jouer à Dragardien. Et moi, le petit côté des amulettes où tu peux embêter les petits jokers avec les dragons noirs. Et surtout aussi, c'est le côté où on bloque les couleurs. Je sais pas si tu l'as dit, ça. Non, justement, vu que ça allait être trop long, j'en ai pas en parler un peu après. Et le fait de poser ces dragons, et que une fois que tu as posé de chaque côté, tu as bloqué la couleur centrale, eh ben, des fois, tu peux vite être limité sur certains trucs et il va falloir réfléchir d'une manière différente. Et je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut pour avoir une petite partie de soir après manger, en famille. Je trouvais ça plutôt chouette, et donc du coup, pour moi, il rentre dans ma ludothèque. Et de 2 pour Blandine, 2 jeux dans sa ludothèque, elle va repartir. Il est déjà dans ma ludothèque. Ouais. Et effectivement, tu l'as dit, quand on pose des dragons, on fait des collections devant soi. Les premiers que l'on pose, pas de problème, on ne bloque rien. Je peux continuer à poser des dragons verts, je peux continuer à poser des dragons orange. Par contre, à partir du moment où on fait une 3e collection, les oranges sont
encerclés. On ne pourra plus mettre de orange, ça c'est définitif. Et ça, je lis les commentaires que vous laissez sur le chat. Rachel, elle nous dit notamment qu'il y a des petites mécaniques modernes que l'on retrouve dans ce jeu, plein de petites mécaniques modernes qui permettent d'initier les joueurs. Et effectivement, ça en fait partie parce que on est sur un cran un petit peu au-dessus d'un simple jeu de cartes. Et c'est vrai que c'est très agréable, c'est assez chouette à jouer. C'est un très bon jeu d'initiation. Je suis entièrement d'accord avec cet avis. Eh ben, c'est fou parce que moderne n'est pas l'adjectif que j'aurais associé à ce jeu. J'ai l'impression de jouer à un jeu plus ancien. Alors c'est juste un ressenti. Hein. Moi, je suis particulièrement d'accord avec c'est Rachou qui a dit ça, c'est ça. Particulièrement d'accord, et je vais rebondir justement sur l'exemple que tu as donné là. Quand j'ai expliqué de la règle tout à l'heure, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, donc j'ai pas parlé de ce détail-là, mais qui n'est pas un détail justement. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plein de micro-choix en fait. Et donc c'est un jeu qui est très familial, c'est du 8 ans et plus, c'est très très familial. Les règles, étonnamment, tiennent en 2-3 pages. Mais il y a quand même suffisamment d'informations, suffisamment de choses à faire pour qu'il y ait quand même la richesse dans les choix, tout en étant très accessible. Et ce côté que tu as du coup précisé, que j'avais expliqué par rapport au fait qu'on va bloquer les dragons, bah tu as ce choix à chaque fois, tu dis ok, je dois jouer un dragon, là je pourrais jouer tant de dragons. Le problème, c'est que si je le joue là, eh ben, je vais me bloquer ceux d'après. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends un peu? Est-ce que je joue maintenant? Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a ce dilemme-là, à savoir que si on arrive à placer, par exemple, les 4 couleurs de dragon devant nous, on va gagner des bonus, on va gagner des points en plus. Donc, est-ce que, entre guillemets, je cours pour vite aller chercher des dragons et avoir ces bonus-là, mais derrière, pendant le reste de la partie, je vais me bloquer 2 couleurs? Ou est-ce que je reste que sur 2 couleurs, mais du coup, la course là, je ne pourrais pas la faire? Il y a plein d'autres petits détails. Il y a la course aux œufs, notamment, qui valent 4 points. Celui qui en a le plus, il y en a 16. Il y a plein de petits détails comme ça, qui est très très chouette. Il y a un autre détail aussi, c'est que il y a le fait qu'on a dit que ça dure une demi-heure, mais les tours sont assez rapides. Même si on est 4, on n'attend pas une plombe son tour. Et en plus, pendant le tour des autres joueurs, on peut nous jouer aussi. Dans le sens où quand on a créé une condition, par exemple l'exemple de tout à l'heure, ok, on a 2 dragons bleus, si on les pose, on gagne les bonus. Après, chaque joueur, en partant de la gauche du joueur actif et dans le sens horaire, chaque personne va pouvoir aussi remplir ces conditions-là et gagner les conditions. Ce qui fait que là, tu joues quand même pendant le tour des autres, et du coup, tu es obligé de regarder ce qui se passe pendant le tour des autres. Et ça, c'est vachement sympa, surtout que toi, en tant que joueur actif, bah, tu peux bloquer les autres joueurs. Si moi, je vois que Martin a son dragon vert qui est en plein milieu et il peut plus jouer de dragon vert, eh ben, je peux me dire, eh ben, tu sais quoi, je vais jouer du dragon vert, comme ça, toi, c'est clair que tu ne pourras pas les jouer. Donc, il y a vraiment cette interaction-là. On peut s'embêter quand même, mais pas trop, ça reste familial. Donc, c'est très malin. Et allez, dernier petit détail de règle, comme ça, j'aurais bien parlé bien longtemps. Il y a un truc que je trouve très chouette aussi, c'est que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin du tour, une fois qu'on a pris nos 1, 2 ou 3 cartes, on peut, si on veut, jouer une de nos cartes face cachée pour changer la valeur du grimoire, ou changer la valeur du grimoire, ou changer la couleur du dragon. Et là, du coup, tu peux adapter en fonction de ce que tu vas jouer. Donc, tu vas jouer tes cartes face cachée. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas obligé de regarder face cachée vos cartes. Vous avez une petite indication sur les cartes qui vous dit ce qu'il y a au dos. Et du coup, bah, tu peux changer ça et adapter ça, et notamment pour potentiellement bloquer la condition aux autres. Donc, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de petites choses. Il est malin, il joue assez rapidement. Clairement, il est déjà rentré dans ma ludothèque. Et moi, c'était effectivement vraiment un des jeux, un des coups de cœur, un des 2 jeux qu'on a ramené des Sun l'année dernière. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu pour toutes les trop longues raisons que je viens de citer. J'aime beaucoup ce jeu. Il rentre dans ta ludothèque, donc il est dans votre ludothèque à tous les deux. Oui. Ah, on est à la limite du coup de cœur. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Parce que c'est deux, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut qu'on soit 3. Bah, on n'est pas loin, hein, parce que moi j'ai hésité, très honnêtement. On se retient. Ouais, je me retiens, c'est pas si évident. Voilà pour Dragardien, donc 2e très chouette jeu qu'on vous présente ce matin. On va continuer. C'est le moment de la publicité centrale. Petite publicité, elle est un petit peu longue, parce que c'est le trailer qu'a réalisé Etugame qu'on va vous diffuser sur le jeu AI 100% humain qu'on vous présente directement. Nous, ça sera notre petite pause de milieu d'émission. On se retrouve juste après pour en dire 2 mots quand même. Il est juste là, le jeu. Allez, publicité, on se retrouve juste après. Bienvenue dans AI 100% Human, un jeu de cartes où vous devez faire évoluer une intelligence artificielle vers la victoire. Après 2 phases de jeu, le joueur qui a créé l'IA la plus performante est désigné vainqueur. À la fin de la partie, vous aurez devant vous une carte IA et 14 cartes évolution disposées ainsi. Mais notre aventure commence beaucoup plus humblement. Chaque joueur débute la partie avec seulement sa carte IA au centre de sa matrice et placer les 3 cartes aides de jeu, l'une au-dessous de l'autre, à gauche de la matrice. Les cartes objectifs sont aussi révélées par l'IA mère pour guider votre évolution. Pour accumuler d'autres cartes, nous devrons procéder à un draft. Prenez toutes les cartes évolution 1 et mélangez-les.
Les cartes phase 2 seront utilisées plus tard. D'abord, chaque joueur reçoit 4 cartes, en choisissant 2 qui constituent leur réserve. Le vrai draft peut ensuite commencer. Chacun reçoit une main de départ de 7 cartes. Sélectionnez-en une qui rejoint tout de suite votre réserve. Passez ensuite les 6 cartes restantes à votre voisin de gauche. Ensuite, à partir de votre réserve, choisissez une carte. Tous les joueurs révèlent simultanément la carte choisie et la placent dans la matrice adjacente à une carte déjà présente. Ce qui est génial, c'est que vous marquerez instantanément des points si vous remplissez les conditions de la carte placée. Par exemple ici, 1 point par carte rouge. Donc hop, 2 points tout de suite. 2 points plus près de la victoire. Préparez vos combos avec soin, amis humains. Répétez le processus 6 fois de plus jusqu'à recruter la dernière carte de la main de départ. Cela met fin à la phase 1. Marquez les points de victoire de la dernière carte et défaussez les cartes restantes de votre réserve. Marquez aussi les points de l'objectif IA mère, annoncé à la phase 1. Préparez une nouvelle phase de la même façon, mais en utilisant les cartes Évolution 2. 2 cartes en réserve, puis on draft à partir d'une main de 7 cartes, en passant les cartes à notre voisin de droite cette fois. À la fin de ce deuxième draft, scorez les points de l'objectif phase 2 et marquez aussi les points de votre carte centrale IA. L'IA qui aura accumulé le plus de points en servant les intérêts de l'IA mère et de ses amis humains sera désigné grand vainqueur suprême. Soulignons aussi que le jeu est conçu à 100% par des humains, comme vous pouvez le constater. Oh, sortez-moi d'ici. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Non! Les humains aiment tellement créer. À vous de jouer. Voilà pour cette petite publicité sur AI 100% humain, un jeu qui est proposé en financement participatif maintenant sur Kickstarter. Le lancement a eu lieu, je crois que c'était mardi, quelque chose comme ça. Oui, je en crois. début de semaine, il y a quelques jours. Mardi 18h, exactement. Et donc c'est le nouveau jeu d'Explorate, à qui on doit pas mal de jeux. Ils avaient déjà fait Big Monster, c'était le premier sur Kickstarter. Fédération récemment qui a rencontré un très joli succès, une sélection pour l'As d'Or à Cannes. Oui. Là, c'est un nouveau défi. C'est un jeu qui est signé par les frères Libralesso, si je ne me trompe pas. T'as la boîte. Elle est juste là. Elle est où la boîte? Ah, elle est là, pardon, je l'ai déplacée, excusez-moi. Et c'est un jeu très malin dans lequel on va faire son petit tableau de cartes. Blandine, je te laisse en parler, puisque Renaud et Pierre Libralesso, c'est bien ça, évidemment. Brièvement, un jeu de draft avec réserve de scoring immédiat associé à une construction de tableau. Il y a plusieurs mots qu'on va devoir retenir. Ça va être vraiment les enchaînements. On va devoir préparer ces petits combos en amont avec son tableau. Il va falloir aussi penser au timing, savoir quand est-ce qu'on va poser la bonne carte au bon moment. Ça va être un petit peu compliqué de se dire, voilà, quand est-ce que je pose. Il y a eu vraiment des grands moments, c'est un ascenseur émotionnel. Et pas mal de dilemmes, surtout. Le dilemme, pourquoi? Parce qu'on va scorer de 3 façons différentes, immédiatement, en fin de manche et en fin de partie, suivant comment on va poser nos cartes. On a une bonne nouvelle, c'est que le jeu, il est financé. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif de 10 000 €, si je ne me trompe pas. Cet objectif est atteint. Alors, ça ne veut pas dire que c'est terminé le financement participatif. Il faut savoir comment fonctionne un financement participatif. Les éditeurs fixent un prix, là, honnêtement, qui ne couvre pas la production du jeu. C'est-à-dire que c'est un prix d'entrée pour se dire, OK, on le fait, on va rajouter ce qui nous manque, nous, pour le produire. Et j'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs types de financement participatif. Il y en a certains que les éditeurs font vraiment... pour commencer à agrandir par communication, parfois ça arrive, c'est le cas d'un Altered d'ailleurs, le jeu dont on a parlé en début d'année, c'est aussi pas mal de la communication que de faire un KS parce que ça fait beaucoup parler du jeu, puis il y en a d'autres où c'est vraiment nécessaire pour l'éditeur et on voit tout ce qui est proposé sur le Kickstarter, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir ces fonds pour pouvoir produire le jeu, on est davantage dans cette catégorie. Si vous participez au financement participatif d'IA, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir aussi aider à la création de ce jeu. Ce budget-là, le minimum est atteint, mais plus il y en a et plus ça permet de pouvoir aboutir à un jeu qui vivra une jolie vie en boutique.
ça donnera du budget à l'éditeur aussi pour faire la communication. C'est ça. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait un plafond de 10 000 euros, mais il y a d'autres, on va dire, modules débloqués suivant les paliers qui sont validés. Et là, ils ont validé le palier de 15 000 euros avec des cartes fold. Vous allez les fameuses cartes fold. Ça change tout, ça change tout. Moi, je trouve que c'est incroyable. Et suivant le montant que vous allez mettre pour Kickstarter, vous avez vraiment des tapis incroyables. Moi, j'ai pu les voir, j'ai eu la chance de les voir. C'est vraiment très joli. Les illustrations sont vraiment très très jolies sur les tapis et les cartes fold. Ouais, ça brille et tout, nous, c'est trop bien. On a eu la chance de pouvoir y jouer déjà à AI. Et c'est vrai qu'avec le tapis, ça doit être assez cool. Et d'ailleurs, si jamais il y a des bisontins, il sera disponible à l'Udinam. Ce week-end, voilà. Possibilité de le tester ce week-end à l'Udinam, le festival de Besançon. Voilà pour la présentation. Et je vais le dire aussi, pour tous ceux qui seront à l'Alchimie, il y a aussi une possibilité. Et il reste 21 jours à la campagne. Merci. On a toutes les infos. Et on dit merci à Explorate pour l'instant publicité. Oui, parce que j'insiste dessus, c'est de la publicité, ça signifie que Explorate sponsorise cette émission. Tout à fait. Donc c'est du gagnant-gagnant. En fait, nous, on est ravis de pouvoir parler de ce jeu, on est ravis de pouvoir vous le présenter. Et puis, on a besoin de soutien aussi, nous, de notre côté. Donc ça nous permet aussi de continuer à faire ces émissions, les jeux du chalet, et de vous présenter des jeux de manière hebdomadaire en ce moment. Pour les gens qui nous suivent en direct, Antares vient de mettre le lien Kickstarter. Pour les gens qui nous suivent sur YouTube, on mettra en description de la vidéo. Allez jeter un œil. Oui, et on n'a pas dit, mais c'est bien AI 100% humain avec une illustration de Vidu. Oui, complètement. Oui, c'est illustré à la main. On enchaîne avec le jeu suivant. On va jouer et on va vous montrer Inkit. Inkit, c'est l'un des nouveaux jeux de Banquise Édition. Alors le prochain jeu qui sort chez Banquise Édition, c'est pas Inkit, c'est Temple Code, qui est juste là. Attendez, je vais l'attraper. Temple Code, qui est juste Gogo Gadget Bra, qui est juste à côté, mais que vous connaissez puisque vous avez suivi les Sabliers d'Or. Et vraiment, on s'est posé la question, est-ce qu'on vous en reparle? Mais notre avis à nous sur Temple Code, vous le connaissez déjà. Il a fait partie de notre sélection des Sabliers d'Or. Vous savez qu'on trouve que c'est un bon jeu. Oui, parce que vous avez pu suivre les parties avec nous, donc vous en avez déjà sans doute une très bonne idée. Ce qui n'empêche qu'on souligne que ça y est, cette fois, il est sorti. Non, il n'est pas encore sorti. Il sort le 10. Il sort la semaine prochaine. Temple Code arrive, c'est le prochain jeu de Banquise qui sort en boutique, un jeu de Johan Levé de déduction, qui est très très chouette, qu'on aime beaucoup, et la vidéo est déjà présente sur notre chaîne. Et là, on s'est dit, on va plutôt vous présenter Inkit, qui va sortir un tout petit peu plus tard, c'est à la fin du mois de mai, je crois que c'est le 31 carrément, donc ça. Le dernier jour du mois de mai. Inkit, moi j'adore. Je dois dire que ça fait très très longtemps. J'anticipe un peu nos avis, mais pardon, je suis désolé. Je suis désolé. C'est vrai que le suspense est très important, mais on avait très envie de vous le montrer en avant-première. En temps en temps, on fait des avant-premières dans cette émission. C'est souvent sur ces avant-premières des petits coups de cœur aussi, parce que c'est un jeu qu'on attendait avec impatience. On a eu de la chance, ça y est, on a la boîte un petit peu en amont, on peut y jouer un petit peu avant les autres. Les derniers jeux du chalet, Martin, il a voulu mettre Inkit. Oui, et puis à chaque fois, on me dit non, 31 mai, ok, j'attends le 31 mai. Inkit, c'est un jeu dans lequel vous avez des tampons à l'intérieur, des petits tampons, des vrais tampons et aussi des petits blocs dans lesquels... des encreurs que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir tamponner sur des feuilles. Vous voyez dans le matériel que l'on a plein de cartes avec des mots indiqués dessus, les fameux tampons encreurs, et puis également des petites feuilles blanches. Par exemple, là, j'ai pris le mot crocodile au début de la partie. On a le droit de donner 5 coups de tampon, donc je peux m'amuser à faire mon crocodile en utilisant les formes que je veux. Attention, les formes sont associées à une couleur. Donc le vert, ça sera forcément la pyramide. Le rouge, ça sera forcément le rond. On aura un carré bleu et un trait jaune. Et on utilise ça comme on veut. Mais on n'est pas obligé de les appuyer complètement. On peut s'amuser, utiliser les tampons pour faire des angles, pour essayer d'avoir des formes en particulier. On peut se débrouiller. On peut faire 5 coups de tampon pour faire découvrir notre élément en début de partie. Plus tard, ça va avancer, il y en aura de moins en moins. Au deuxième tour de jeu, c'est 4 coups de tampon. Troisième, 3 coups de tampon. Ça devient de plus en plus compliqué de faire deviner les formes. Et le principe du jeu, c'est que y a un joueur qui doit trouver. Donc lui, il ne tamponne pas à chaque tour. Et les autres joueurs qui vont donner des coups de tampon, ils vont réaliser des petites images. Et comme c'est coopératif, on essaie de retrouver, effectivement, d'associer chaque image, chaque mot au dessin qui lui correspond. Voilà.
Voilà pour le principe, c'est très très rapide à expliquer, c'est évidemment très familial, il y a un petit côté dessin, mais alors c'est pas du dessin dans lequel il faut être expert, hein. Là clairement vous n'êtes pas obligé de savoir magnifiquement dessiner, il faut plutôt être malin, c'est le genre de jeu de dessin où les ordres graphiques ne rentrent pas tellement en compte, il faut être intelligent en fait, il y a de la notion, il y a du sens sur certains aspects, on va se rapprocher de jeux comme concept, on se débrouille pour essayer de faire comprendre ce qu'on est en train de réaliser. Il faut réussir à donner une information avec vraiment le minimum de matériel possible. Et c'est là où effectivement il faut plus être malin que bon en dessin, quoi. Ben surtout, on va terminer avec un seul coup de tampon à la fin. Garder l'essence du mot en fait. C'est ça qui est fou et ça fonctionne. Et puis c'est tout, et c'est pas forcément d'ailleurs que le coup de tampon qui va fonctionner, c'est peut-être aussi à quel endroit on va mettre sur la feuille. On a les petites feuilles rectangulaires, on va montrer vite fait un petit tour je crois, et en fait en fonction de là où on le met sur la feuille aussi, ça peut avoir une importance, parce que comme on l'a dit, on commence avec 5 coups de tampon la première manche, et c'est décroissant au fur et à mesure pour finir pour un seul coup de tampon. Ouais. Alors pour un coup de tampon, faire deviner un mot avec un coup de tampon, Crocodile. on a l'impression que c'est impossible, et étonnamment... Bah, le mot, je l'ai vu là dans le chat, c'est des beaux jeux qui nous dit, c'est à chaque fois très surprenant, étonnant effectivement, c'est qu'on est surpris. C'est un jeu de dessin dans lequel on a des surprises. Comment on a fait pour faire ça? On se surprend soi-même et c'est vraiment rigolo cet aspect-là du jeu. C'est pour ça que moi il rentre dans ma ludothèque évidemment. Je crois que j'en ai déjà suffisamment dit. Tout ce que je vous ai dit en fait, c'est des qualités de ce jeu. On insiste sur la durabilité du matériel. Je peux pas vous répondre. En réalité, je sais que ça a été beaucoup testé. On l'a beaucoup testé en animation parce on a eu la chance de l'avoir un peu plus tôt, et c'est vrai qu'on a laissé par exemple toute une soirée pendant nos soirées Promipel où les encreurs étaient vraiment ouverts toute la soirée et il n'y a jamais eu de problème quoi que ce soit. Le seul truc, petit conseil, peut-être une goutte d'eau de temps en temps pour réhumidifier l'encreur, mais en soi il n'y a vraiment pas de problème, c'est vraiment une très bonne qualité d'encreur. Je sais qu'ils ont été super sensibles à ça pendant le développement, ils ont fait attention. Et d'ailleurs, vous allez voir en ouvrant la boîte, si vous l'achetez, que c'est particulièrement bien fermé pour garder les tampons hermétiques. Oui. C'est compliqué à ouvrir et c'est pour ça que ça tient le coup aussi longtemps. C'est vrai qu'on a du mal à réouvrir les petites boîtes à chaque fois, mais ça c'est plutôt rassurant. Alors on va jouer un peu quand même, on va s'amuser à faire un tour de jeu si vous le voulez bien. Est-ce que vous donnez vos avis maintenant? Bon, moi je peux le donner si tu veux, parce que ça fait un moment qu'on connaît le jeu et qu'on l'a testé avec Banquise. Moi c'est un jeu que j'adore, je le mets dans ma ludothèque, je ne veux pas faire de suspense, mais au-delà de ce jeu qui est particulièrement réussi, dans lequel il y a des moments un peu épiques dont on va se souvenir, parce que c'est fou, on arrive à faire deviner un truc avec un seul coup de tampon et c'est un côté magique. Au-delà de ce jeu lui-même, je trouve que chez Banquise, ils ont réussi à faire du jeu qui a un lien avec le dessin. Et ça, c'est jamais gagné. Les jeux qui ont un lien avec le dessin, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ils ont réussi ça sur 3 jeux. Et je tiens à le souligner, ils ont réussi ça avec Archimboldo, qui est un jeu incroyable de Rémi et Nathalie Saunier, qui fonctionne mais merveilleusement bien, qui est un plaisir. Ils ont réussi ça avec Le Grand Méchant Monstre. Oui. Et à nouveau, ils ont réussi ça avec Inkit. Et c'est tellement délicat de réussir un jeu de dessin que c'est vraiment quelque chose qu'on peut souligner. Mais tu vois, là-dessus... Ça marche très bien à chaque fois. Mais tu vois, Archimboldo, tu dessines pas du tout. Là, tu vas un peu plus dessiner parce que tu tamponnes, donc il y a de l'encre. Et malgré tout, j'ai moins l'impression que c'est un jeu de dessin. J'ai vraiment l'impression que sur certains plans, il y a de l'association d'idées, il y a du symbolisme, c'est un peu différent. Ils ont pris à chaque fois le dessin comme point de départ. Les 3 sont développés de manière différente, mais à chaque fois, c'est un plaisir d'y jouer. C'est un jeu qui est signé par Romain Clément et Kevin Gauvin, je ne l'ai pas dit leur nom, toutes mes excuses, j'aurais dû commencer par ça, illustré par Jérôme Soleil. De votre côté? Bon, le suspense va pas être très grand non plus, nous c'est quelque chose qu'on a découvert à Cannes, on a joué aussi avec Jade et ça a été incroyable, on a rigolé pendant toute la partie, c'était vraiment un générateur d'ambiance comme on les aime et c'était plutôt chouette. Et même si sur certains trucs on n'était pas du tout raccord au niveau des idées, le fait qu'on puisse avoir suivant le nombre de personnes qui jouent autour de la table, des petites erreurs autorisées, ça a fonctionné plutôt chouette. C'était quelque chose qui rentre dans ma ludothèque. Adrien? Et ben alors moi, si tu vois le pitch du jeu, tu te dis bon bah c'est pour toi ça. Un jeu de tampon. 7 ans et plus, une boîte qui fait plutôt enfant, famille et tout, donc pas mon type de jeu, enfin voilà, c'est pas mon truc. Et puis moi la première fois que j'ai vu, sincèrement, un jeu on va mettre des coups de tampon, genre vraiment, 4 formes, 4 couleurs, mais des coups de tampon.
Homme de peu de fois, quoi. À chaque fois, ça m'épate. Non, mais régulièrement, si on te le pitch comme ça, les joueurs chiants comme moi disent mais à quel moment, en fait, bref, à quel moment. Et puis on l'essaye. Et nous, on a la chance, effectivement, ça fait à peu près un mois qu'on l'a. C'est le jeu qu'on a le plus sorti depuis un mois. C'est le jeu auquel on joue le plus. Il n'a jamais bidé. C'est absolument. Je n'arrive même pas à comprendre comment je peux trouver que ça c'est génial parce que c'est pas mon type de jeu, mais c'est génial en fait. C'est vraiment trop bien. Et il rentre évidemment dans ma bibliothèque. Et c'est vraiment un de nos coups de cœur ces derniers mois et de manière effectivement très très surprenante pour reprendre le terme qui a été utilisé. C'est vraiment super. C'est unanime. C'est un coup de cœur d'un monde de jeu, c'est un jeu qu'on vous conseille, ça valait le coup de vous le présenter un peu en amont. Réservez-le dans vos boutiques, ne laissez pas filer. Insistez pour qu'elles en commandent plein. Non mais c'est un super jeu, on est vraiment ravis. Puis il y a des jeux qui changent, qui sortent de l'ordinaire. Le prix n'est pas si élevé. Ouais, bah oui, c'est pour très le surprenant. matériel, le prix est vraiment correct pour le coup. C'est ça. Voilà, gros coup de cœur de l'équipe d'un monde de jeu. On va faire un tour, une seule manche. Qu'est-ce qu'il va essayer de deviner? Pitié, pas moi. Bon, je vais essayer de deviner si vous voulez. Tu veux deviner, Aline? Bah ouais, je pense que tu es un dessinateur. Je suis un dessinateur, mais moi, on s'en tamponne. Hein. J'aime tamponner, il n'y a pas de souci, mais je peux deviner si ça vous fait plaisir. Ok, donc on va tirer des mots chacun. On va le jouer en mode expert, parce qu'en mode facile, il y a juste 3 cartes et puis il faut les replacer. Là, on va en rajouter 2 en plus qui seront tirés au sort. Un peu en mode Clover, on va mélanger les trucs pour donner un peu plus de... Exactement. Ouh là 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 là. Et on a dit combien de coups de tampon pour le faire deviner? 3. Quand on part sur 3. Normalement, on commence à 5. Par 5 on finit par normalement, 1. c'est dégressif. Et vu qu'on fait une manche, on part sur 3. Ouais, un juste milieu. Ça roule. On va pour 3. Par contre, tu peux garder les tampons pour toi, mais moi, je veux bien quand même des petits tampons. Ouais, dites-moi ce que vous voulez. Aucune idée. Et moi, jaune. Hop. Ouais, je vais encore être ridicule. Qu'est-ce que tu veux? Les gars, on fait très très gaffe à la nappe, j'ai un côté psychorigide là-dessus, moi. Qu'est-ce que je fais, moi? On va faire ça. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le tampon, on peut l'utiliser pleinement ou tourner un peu le tampon pour ne tamponner qu'une partie de la forme. Ça, c'est vraiment à vous de voir, selon le dessin que vous devez faire. Ça réfléchit autour de la table. Là, vous voyez que le mien, vous voyez que celui que je suis en train de faire. On a dit 3, hein. On a dit 3, mais 2, ça peut être suffisant, en fait. C'est ça le truc. T'en as fait que 2, toi? Non, j'attends d'avoir le tampon de Blandine. Aussi. Mais tu vois, 2 indications, comme a fait Martin, ça me met déjà sur des pistes. Ok. Moi, là, il y a plus d'intention que de réalisation. Alors, on voit celui qui a fait Blandine. Je suis voilà la désolé proposition. C'est le jaune, on le voit un peu moins là, à la vidéo, parce qu'on a une vidéo qui est quand même un peu claire. On va pouvoir enlever les autres du coup. Vous n'utilisez pas les autres couleurs? Toi non plus? Non. Non. Moi j'ai besoin du rond. Je te laisse le rond. Il est rouge. Le rond. Tiens. Voilà, c'est le moment d'artiste. Ah ouais, c'est parce que... Maintenant, tu manques pas... voilà. Bah, j'ai le droit à 3 traits, je fais 3 traits. Hop. Okay. Très content de ce dessin. Alors, si tu trouves... Non, je sais pas quoi dire. Je suis incroyable. C'est ça, non? Et vous allez pouvoir jouer en même temps. Donc phrase. on vous propose d'essayer de deviner aussi, vous qui regardez l'émission, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, vous pouvez nous indiquer, quels sont vos choix. Je suis en équilibre sur 2 cerises et tout, on va les proposer. Les deux notes sont assez similaires. Hein. Ouais. Aline, et puis vous tous qui nous regardez, vous pouvez discuter avec Venez Aline dans mon équipe. pour pouvoir attribuer les éléments. Alors, nous avons le plus drôle, c'est quand il faut se justifier après. un vampire. Nous avons également un piano. Nous avons un potager, un camion de pompiers et pour terminer, mesdames et messieurs, un sandwich. Ah waouh. Bon courage. Alors, les amis, moi je crois que vampire, il y aurait eu du triangle. Tu vois, parce que c'est pointu comme une dent. Donc, je suis pas trop sûre que vampire soit là. Ensuite, pour celui-là, piano et sandwich peuvent être... Tu vois, ça pourrait être des touches. Mais si c'était des touches, j'ai l'impression que ce serait tourné dans l'autre sens. Donc, je partirais bien sur sandwich ici. Plutôt. Ensuite... Alors, il ne manque pas de dessin. Il nous demande, mais en fait, celui qui trouve ne fait pas de dessin. Non, donc, mais Aline n'en a pas fait. on tourne.
Ensuite, le camion de pompier. J'ai l'impression qu'il aurait 2 roues quand même. Ça pourrait bien être l'échelle. Ça aussi, cela dit. C'est compliqué. Et ensuite... Ah là là. On réfléchit, on attend. C'est bien de tiens au fond. Oui, non, oui. J'ai besoin de cette information. Non, moi je pense savoir. Après, je connais le mien, ça aide un petit peu. Hein, mais... Camion de pompier. Camion de pompier, l'échelle dépasse. Hein. Ça m'embête. Ça fait quand même un truc qui roule. Et potager. Alors, allez, il faut trancher. Hein. Je laisse sandwich ici. Camion de pompier là. Et ici, vraiment, j'en ai aucune idée. Et il faut mettre quelque chose. Ouais. Et ben, on va mettre potager. Oh. Parce que vampire, j'y crois pas. Et piano, ça me semble bizarre. Ah, pour moi, c'était vampire. Hein, mais bon. Alors là, comme ça fonctionne, c'était vampire, toi? Bah, je sais pas, du sang qui coule d'une bouche. On n'est pas censé dire tout de suite. On est censé faire un petit roulement de tambour. Et 1, 2, 3, 6. Moi aussi, je trouve aussi comme... Ok. Donc, roulement de tambour, doucement, pour pas trop le micro. 1, 2, 3. Ah, c'est bon. Mais comment ça, un potager? C'était un truc sous la terre? Oui, c'était la terre, un truc qui pousse sous la terre. J'avais l'impression que c'était plutôt une espèce de radis ou tu vois. Mais pourquoi tu l'as fait rouge? Pourquoi tu l'as pas fait vert? Un radis. Parce qu'un truc, ça pouvait être plein de trucs, ça pouvait être, tu vois, je sais pas, un truc sous la terre. Ouais, mais rouge, c'est rare. Hein, ça pouvait absolument pas être un vampire. Potager à la base, je voulais le truc genre faire du tomate, genre le truc, puis en fait tomate, c'est pas sous la terre, puis après puis voilà, j'ai fait un truc sous la terre rond. Mais elle a trouvé, donc on s'en fout. C'est ça l'idée. C'est qu'on aime. Et là, on aurait les points. Effectivement. Et Ludovic Maublanc l'avait retrouvé sur le chat qui nous dit le troisième, c'est pas une graine sous la terre pour le potager. Mais oui, bravo. Moi, j'étais sur le vampire, tu vois, tu m'aurais eu. Mais non, parce que vampire, moi, on a quand même un triangle pointu. À aucun moment, tu l'utilises pas quand t'as vampire. Surtout à 3 coups, tu fais triangle et puis un trait droit. C'est vrai que 2 triangles pour faire les dents et un trait droit. Ouais, t'as raison. C'est pas possible. Vampire, c'était forcément pas dedans. Nul. Faites à clé, s'il vous plaît. Voilà, vous avez compris comment fonctionne le jeu Vampire. On vous l'a présenté très rapidement. Pardon, Vampire. C'est la fin de journée, hein. Donc forcément, je sais le dire, par contre. Inkit, c'est un coup de cœur de l'équipe d'un monde de jeu. Un jeu qui rentre dans les bibliothèques de tout le monde et sans doute dans la vôtre. Je pense que là, on vous l'a forcément très très bien vendu, mais bien entendu. Mais vous avez vu, franchement, c'est magique de retrouver quelque chose avec 3 petits coups de temps. Avec rien du tout. Ça crée l'ambiance dans 2 secondes, qu'on soit joueur, gros joueur, petit joueur, ou peu importe, ça n'a pas d'importance. Tout de suite, on est dedans. Hyper bien avec les enfants aussi. C'est ça qui est. C'est pour ça qu'on a du plaisir aussi à vous montrer comment un jeu tourne. Ça marche hyper bien avec les enfants, c'est ce qu'on s'imagine. On s'imagine que c'est un jeu pour enfants qui marche quand même avec les adultes. Non, moi on y a joué quasiment que entre adultes. Ça marche pas avec les plus jeunes non plus. Faut pas exagérer. C'est du 7 ans et plus. Mais avec un enfant de 7-8 ans, c'est parfait. C'est parfait. On enchaîne avec le dernier jeu de cette matinale. C'est parti. On va vous parler de Flowers, un jeu qui est signé par Paul-Henri Argiot, qui est illustré par Julie Gruet et publié par un nouvel éditeur qui fait son entrée dans le monde du jeu de société en tant qu'éditeur. Mais évidemment, c'est quelqu'un que l'on connaissait déjà. Souvent, les gens qui sont dans l'édition, on les a vus graviter autour du monde du jeu pendant longtemps. C'est Actarus, le nom de cet éditeur, en hommage à Goldorak. Évidemment. Flowers. On est bien dans le thème là. On rentre dans la catégorie des jeux très simples dans lesquels il y a des cartes avec des couleurs et des numéros. Il y en a énormément qui sortent en ce moment. Ça vous évoque évidemment plein de choses. De quoi s'agit-il? C'est toi qui vas nous l'expliquer, Adrien. Et ce coup-ci, je vais faire bref parce que c'est très simple. Il y a très très peu de règles. C'est un jeu de construction de tableau. Donc comme tu l'as dit, classique avec des numéros et des couleurs. Il y a 4 couleurs différentes. Dans chaque couleur, il y a 4 valeurs. Ça va de 1 à 4. C'est aussi simple que ça. Quand on va jouer, on va récupérer une carte parmi 3 tas. Il y a 2 tas face visible, 1 tas face cachée. On récupère une des cartes, on la pose sur notre tableau. Les seules conditions de pose, c'est uniquement des tas adjacents à une carte. Il n'y a aucune autre restriction de couleur, de valeur, il n'y a rien du tout. Une fois qu'un paquet est vide, fin de partie, on compte les points. Vous connaissez tout en termes de mécanique. Maintenant, l'intérêt du jeu, c'est comment on va marquer les points, donc comment on va placer ces cartes-là. Et bien pour marquer les points, il faut faire des zones de couleurs. Donc une zone de couleurs, c'est forcément des cartes qui sont adjacentes entre elles. Si on a une zone d'au moins 5 cartes de la même couleur, on va marquer
autant de points qu'il y a de cartes. Donc si j'ai 5 cartes adjacentes bleues, je marque 5 points. Si j'ai 7 cartes adjacentes bleues, j'ai 7 points. Si j'ai 4 cartes adjacentes bleues, j'ai 0 points. Il faut au moins 5 cartes. Maintenant, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a des valeurs. À quoi servent les valeurs? Elles servent à valider les cartes. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, avant de compter les points et de compter ces zones, il va falloir, si les cartes sont validées, pour qu'elles soient validées, il faut que chaque carte avec une valeur soit dans un groupe de valeurs d'autant de cartes que la valeur de la carte. Alors c'est bizarrement dit, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que pour que des cartes 4 par exemple soient validées, il faut qu'il y ait 4 cartes qui soient adjacentes. J'ai pas pris la bonne valeur. Hein. On va faire ça avec le 3. Pour qu'un 3 soit validé, il faut qu'il y ait 3 cartes 3 l'une à côté des autres. S'il y a 4 cartes 3 l'une à côté des autres, c'est pas validé, donc elles s'en vont et c'est moins un point. S'il n'y a que 2 cartes 3, c'est pas validé, elles s'en vont aussi. Donc il faut exactement 3 cartes 3 l'une à côté de l'autre, exactement 2 cartes 2, ainsi de suite pour les 4 valeurs. Une fois que c'est validé, on compte les points. Celles qui ont été sautées, c'est -1. Vous avez toute la règle. Facile. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez simple, d'assez épuré dans ces jeux de valeurs, etc. Je vais commencer en premier, du coup, pour donner un peu mon avis sur ce jeu-là. Moi qui suis pas non plus friand de ces jeux construction de tableau, parce que pareil, pas trop d'interaction, ces côtés valeurs, chiffres, etc. On construit notre truc, Skyjo-like, etc. C'est pas du tout pour moi, j'aime pas trop ça. Et celui-ci, étonnamment, il fonctionne super bien. Ça fait partie des rares, un petit peu, je vais dire un peu la même chose qu'avec le jeu Rivage, c'est que c'est pas mon type de jeu, mais celui-ci, si on me le propose, bah, c'est un des rares dans le type de jeu où je vais dire oui, parce que je trouve qu'il y a cette profondeur finalement de réflexion qu'on va pas trouver, j'ai l'impression, sur les autres types sur ces jeux du genre. Et je suis vraiment assez content à chaque fois. C'est très satisfaisant de réussir à valider une zone en fonction des cartes que tu vas prendre. Il y a un petit côté aléatoire quand même, parce que des fois, tu n'as pas la carte qu'il faut, donc tu vas piocher dans le paquet qui est face cachée. Mais voilà, il y a juste le côté aléatoire qu'il faut. Il y a un côté tactique, il y a un côté très satisfaisant de réussir à faire son tableau, de valider toutes ces cartes. C'est efficace. Est-ce que c'est suffisamment bien pour moi pour que ça rentre dans ma ludothèque? Je suis toujours aussi embêtant, donc non, il ne rentre pas dans ma ludothèque parce que je ne suis pas la cible du tout. Mais je me répète, ce jeu-là, je prends plaisir. J'ai déjà fait, même si c'est pas mon type de jeu, j'ai déjà fait 5, 6, 7 parties faciles. Et si on me repropose une, eh ben je dis oui, ça joue vite, ça joue en 15 minutes, 15-20 minutes. Et il y a suffisamment de réflexion pour que j'y prenne plaisir. Voilà pour mon avis à moi. Je passe devant l'écran. T'es un peu chafouin quand même. Ah oui, bah on change pas une équipe qui lose. Hein. Alors, qu'est-ce qui continue? Je peux continuer. Si tu veux. C'est un petit jeu de cartes où on m'embête pas trop, où les couleurs sont plutôt sympas. Seul petit bémol, c'est le titre. Je ne peux plus de cette musique qui me revient en tête en permanence. Je comprends pas. Je chante jamais cette chanson quand on sort le jeu. Quand on passe à côté, quand on en parle tout le temps. Pour moi, c'est un petit jeu qui est pas si léger que ça pour le coup, qui a vraiment quand même une profondeur qui est plutôt chouette. Mais c'est un jeu où on m'embête pas, c'est sympa, c'est joli. Moi, je le valide dans ma ludo sans problème. Je sais pas pourquoi je chante en même temps que... Ne chante plus. Pas cette musique, change. Aline? Oui, bah moi aussi, j'ai trouvé le jeu super plaisant. C'est agréable de composer devant soi. Moi, je trouve qu'on arrive de temps en temps quand même à s'embêter un peu en prenant la carte qu'on voit de l'autre. Ce que permet la mécanique qui fait qu'on peut recouvrir une carte dont on ne veut plus dans son propre tableau. Et ça, c'est vraiment le petit plus, je trouve, du jeu de cette capacité-là. Et en fait, le pouvoir recouvrir une carte et les cartes papillons, c'est des choses qui donnent une petite saveur supplémentaire au jeu. C'est assez léger. Le principe de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir le sortir avec ses enfants, avec les gens de sa famille qui ne sont pas forcément des joueurs. Et ça, c'est toujours agréable. Là, on est clairement dans le même genre de jeu que Skyjo. Mais c'est plus plaisant que Skyjo. Moi, je ne suis pas fan de Skyjo. J'ai beaucoup aimé Flowers. Donc... Je ne sais pas trop vous dire si ça rentre ou pas. Bah oui, j'appuie pas. Moi, je sais pas. Là, moi aussi, c'était border. Je suis pas 100% hypé. Et en même temps, je trouve quand même que c'est vraiment un bon jeu. On a à peu près le même avis. Moi, je sais pas si c'est vrai, mais il y en a qui disent dans le chat une carte promo Muguet à récupérer l'alchimie. Franchement, j'ai pas eu de Muguet cette année. J'aimerais trop l'avoir. Ah, ça serait bien. Ça a l'air incroyable. Je suis vraiment très sur la tangente de je le mets pas dans ma ludothèque. Et ben, c'est vraiment l'impression qui me fait le jeu. Oui, c'est vraiment parfaitement réussi.
je pense la cible sera... Enfin, en fait, si je prends ma fille, par exemple, c'est la cible parfaite du jeu. C'est chouette pour elle, ça va lui plaire. Je vais être toujours OK pour faire une partie. Mais est-ce que moi, c'est mon type de jeu? C'est ça le truc. Il rentre dans la ludothèque de Lily. Oui, mais il rentre dans la ludothèque de plein de gens, en vrai. C'est parfaitement, ça fonctionne parfaitement. Moi aussi, je suis pas trop... En fait, la première partie, non. Il rentrait pas dans la ludothèque. On a refait une deuxième, parce que j'ai trouvé ça chouette. J'ai pris plaisir, mais l'idée aussi, c'est de savoir s'il se démarque de tous ces jeux qui sortent actuellement, dans lesquels on va faire un tableau devant soi avec des numéros et des couleurs. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, maintenant, dans la lignée de Skyjo, disons-le, hein, très clairement, beaucoup d'éditeurs qui se posent la question. Là, après, si on réfléchit au positionnement du jeu, c'est beaucoup plus joueur que Skyjo. Il y a beaucoup plus de réflexion dans ce jeu-là. Est-ce que vraiment ça se démarque? La première partie, j'ai pas eu l'impression. Puis graphiquement, tu vois, il m'a pas excité plus que ça. Alors, il y a des fleurs, mais je m'en fiche un peu. J'ai pas eu une émotion vive par rapport à ça. Puis la deuxième, j'ai pris plus de plaisir. Et à la troisième, j'ai pris encore plus de plaisir que la deuxième. Et ça, c'est plutôt bon signe. Alors que sur un Skyjo, ça sera l'inverse. Oui, ce qui me concerne. Ça, c'est sûr. Mais la différence, t'as raison. Hein. Moi, si on me propose un Skyjo, j'ai envie de dire non tout de suite. Si on me propose un Flowers, c'est OK. Moi, j'aime bien Skyjo. Franchement, c'est pas un jeu que je descends du tout. Je comprends tout l'intérêt, mais par contre, ni graphiquement, ni en termes d'émotion ludique, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. On l'a compris. Donc, moi aussi, c'est sur la tangente, mais pour compenser que le tien, allez hop, je le mets dans ma ludothèque, comme ça, on a un équilibrage. Non, mais je suis vraiment, voilà, je me pose la question. Oui, ben voilà, pour Flowers, vous avez nos avis sur ce jeu-là. Je suis sûr qu'il va séduire beaucoup de monde. On est déjà... Essayez-le. Oui, Si vous êtes assez sceptique sur ce type de jeu, essayez-le, parce qu'en plus, il y a des petits trucs malins. C'est vrai que je suis très rapide sur la règle, et tu m'as repris sur 2 points, tu as raison, sur le fait qu'on peut recouvrir. Il y a une manière aussi de scorer avec les papillons par rapport à des couleurs adjacentes. C'est des petits détails, mais qui sont là, et qui amènent des petits détails, qui amènent vraiment une petite profondeur. Et vraiment, si vous n'aimez pas ce type de jeu, laissez-lui au moins sa chance. Ça fait réfléchir à ces 2 petits points, ils te permettent de penser plus... Enfin, en fait, ça te permet une stratégie plus complexe que le jeu ne le laisse croire. Oui. Voilà pour ce jeu. Alors encore une fois, j'insiste sur le fait que quand on dit il rentre ou il rentre pas dans notre ludothèque, ça ne signifie pas est-ce que le jeu est bon ou mauvais. Je pense que vous avez tous compris qu'il est bon, c'est pas la question. Là, on est sur nos goûts personnels, c'est pas une note que l'on donne au jeu, c'est de l'émotion qu'on essaye de partager avec vous. C'est la ligne directrice de cette émission. Là-dessus, 64 qui nous suit dans le chat nous dit, je viens de comprendre le 64 du coup, au festival de Pau, le stock s'est vendu en une journée et je comprends. Oui. En fait, je comprends parce que c'est le genre de jeu, tu l'achètes, tu vois avec qui tu vas pouvoir le sortir. Et puis au festival de Pau, c'est le début du nom de l'auteur, Paul Henri Arviot. Ah, je croyais que tu mettais des fleurs en pot et du coup, voilà. Bah oui, donc ça joue évidemment à Toulouse. Un bouquet de fleurs, un bouquet de blagues. Il y a des violettes? Non, à Toulouse. On arrive à la fin de cette émission, c'est le moment du tirage au sort. On n'a même pas décidé quel jeu on vous a gagné, Aline. Est-ce que tu le sais de tête? Est-ce que tu saurais dire ce que tu as en réserve? Elle a le temps du jingle pour y réfléchir et le temps que j'aille chercher la roue. Je réfléchis un temps. C'est le moment du tirage au sort. Le jeu Chat de Poche est en lot pour l'un de nos abonnés. Je fais la liste des personnes qui vont participer à ce tirage au sort. Nous avons en numéro 1 Joel59, en numéro 2 Marie Plateau, en numéro 3 Castor, en 4 Madame Modeste, ce sont tous nos abonnés Tipeee, en 5 Lactique, en 6 Poinclin, en 7 Pascal Calouguet, je précise quand c'est des noms qui sont présents plusieurs fois parmi nos abonnés, Valardo et Eric en 8, Little Boy en 9, Yanlo en 10, Ludinat en 11, que l'on salue, Ludinat d'ailleurs, puisqu'on regarde souvent sa liste de sorties qu'elle fait, notamment pour le site Campus Tech, je crois, aussi. Et en 12, on a Marvig. Voilà. Tirage au sort. Vous êtes prêts? Je peux y aller? Un gros reflet sur cette roue, vous voyez nos lampes magnifiques. Attention. Ouais. Ça tourne. Que d'énergie ce matin. Ça tourne. Qui va remporter le jeu Chat de Poche? Évidemment, tirage au sort à chaque fois. Si vous vous inscrivez à notre Tipeee, vous avez des chances de pouvoir participer au tirage au sort. C'est le numéro 8 qui l'emporte, Velardo, qui gagne donc la boîte de jeu Chat de Poche. Donc on laisse un petit peu de temps pour pouvoir qu'il découvre en direct le fait qu'il a. Bon, je réparerai ça plus tard. Et non, Marvik, c'est pas Martin Wittberg, non, du tout. C'est l'un de nos abonnés. Bravo pour lui. Et puis, voilà,
Inscrivez-vous, soutenez-nous sur Tipeee pour pouvoir participer au prochain tirage au sort. Et nous, on arrive à la fin de cette émission. C'était encore chouette de faire ces jeux du chalet, j'adore ce format. On est en train de réfléchir à quels sont les prochains jeux que l'on va mettre au programme dans la prochaine émission des jeux du chalet. On l'a fait avec Pénélope, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est la prochaine. Tout à fait. Donc on va jouer ensemble, on va découvrir pas mal de jeux et vous aurez nos avis dans une matinale qui aura lieu. Donc normalement le lundi de mémoire, peut-être le 13, je me souviens plus, mais c'est dans ces eaux-là. Le lundi de cette semaine-là, on fera une matinale jeu du chalet. C'est peut-être pas le matin d'ailleurs, on verra à quel moment on l'a fait, on en rediscutera. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. Bonne journée à vous. À bientôt. Ciao.